Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée aux élections municipales ce soir en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner Elsa Mondingava. Bonsoir Elsa. Bonsoir Adeline. Et Olivier Ravanello. Bonsoir Olivier. Vous allez bien tous les deux? Très bien. Bien remis de la soirée électorale de dimanche? Épuisé. Et prêt pour dimanche prochain. Oui, surtout. C'est parti pour le sommaire avec donc à la une de Chaque Voix compte les dés qui sont jetés. Les candidats au second tour des municipales avaient jusqu'à 18h pour déposer leur liste. Alors, désistement de dernière minute, ralliement in extremis, vous saurez tout de la photographie de cette ligne de départ et de ces alliances de l'entre-deux tours qui sont en train d'agacer prodigieusement une partie de l'électorat. Nous rejoindrons par exemple Marco Pommier à Marseille, où le candidat insoumis s'est désisté. À Paris, c'est Sarah Knafo qui a jeté l'éponge. À Bordeaux, l'économiste Philippe de Sertine renonce également. Nous irons aussi à Toulon avec un duel entre deux femmes que tout oppose, Laure Lavalette et José Massy. Et pour analyser cette ligne de départ, j'accueille Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir. Constitutionnaliste, politologue. Merci d'être là aux côtés de Stéphane Zumsteg. Bonsoir Stéphane, directeur du département politique et opinion à Ipsos BVA. Merci d'être là ce soir. Et merci aussi à Virginie Martin. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Je rappelle que vous êtes politologue à Kedge Business School, cofondatrice du think tank Spiral Institute. Merci tous les trois d'être là ce soir pour parler de cet entre-deux tours. Olivier Ravanello, quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir? Je vais vous raconter une très vieille histoire. Elle est aussi vieille que moi d'ailleurs. C'est celle de l'Union de la gauche, du programme commun. Vous êtes né à Épinay? 3 ans que ça dure. Non, pas loin. Et puis à suivre aussi les infos insolites de cet entre-deux tours à ne pas manquer dans Journal de campagne tout à l'heure avec Valérie Brochard. Vous pouvez vous aussi interroger nos experts ou nous faire part de vos réflexions. Vous flashez le QR code qui est là. Et c'est Olivier Ravanello qui a la petite tablette pour nous transmettre absolument tous vos messages. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. C'est vrai que c'est le moment le plus stratégique d'une élection et souvent le plus opaque aussi pour les électeurs. Le dépôt des listes pour le second tour des municipales est clos depuis 18h ce soir. Question flash pour commencer à vous trois. Quel est le fait du jour de votre point de vue? Anne-Charlène. 18h, ce moment du mardi où finalement une nouvelle élection se joue sans les Français, où on a l'impression qu'on rejoue le match alors qu'en fait il n'y a même plus de public. Stéphane Zumsteg. Alors moi, c'est évidemment lié aux fusions ou non-fusions entre les socialistes et les insoumis, mais de façon un peu détournée. Je voulais juste vous parler quelques secondes de Strasbourg. Pendant des mois et des mois, on a expliqué que c'était la guerre entre le PS et les insoumis, que les deux gauches étaient définitivement irréconciliables, et on a assisté à ces nombreuses fusions. Parallèlement, à Strasbourg, la maire socialiste, membre du Parti socialiste, parce qu'elle est concurrencée par une fusion entre les écologistes et les insoumis, a décidé d'accepter le soutien d'une liste Horizon. La sanction a été immédiate. Olivier Faure a pris la parole en disant elle s'est mise hors du Parti socialiste. Tout ça contribue encore plus à brouiller l'image du Parti socialiste qui était en guerre ouverte contre les insoumis, qui fusionne absolument partout où c'est possible, en tout cas partout où c'est nécessaire, et qui exclut l'une de ces maires historiques qui a tant fait pour le Parti socialiste dans sa région. Oui. Et vous, Virginie Martin, quel est le fait du jour aujourd'hui? Peut-être deux retournements possibles, avec d'une part à Paris le désistement, le retrait de Sarah Knafo, qui réouvre un petit peu évidemment le match, et aussi du côté de Marseille, le retrait de la liste LFI de Sébastien Delogu, qui là aussi réouvre le match et en tout cas redynamise les enjeux. Oui. Alors on va justement parler de Marseille dans un instant. Fusion, alliance, retrait, quels sont les accords trouvés entre LFI et les socialistes ou les écologistes? Quelles alliances entre la droite et le centre? Des candidats ont-ils franchi le cordon sanitaire en rejoignant le RN? Résumé de cette dernière journée de tractation avec Thibaut Enoch. Après 48 heures d'intense tractation, la photo du deuxième tour des municipales est désormais connue. 90% des communes ayant déjà élu leur maire, seuls 16 millions d'électeurs restent en course pour un second tour qui va concerner 2800 municipalités. 60% de ces élections seront des duels, 30% des triangulaires et 10% environ des scrutins avec 4 candidats au plus. Des chiffres de match à 3 ou 4 en hausse par rapport à 2020 qui attestent d'une fragmentation croissante du paysage politique. Une fragmentation et une confusion. À gauche, la question des alliances a créé de nombreuses tensions ces dernières heures.
Dans une demi-douzaine de grandes villes, socialistes et insoumis ont ainsi fusionné leurs listes face à la droite ou l'extrême droite, comme à Brest, Limoges ou encore Nantes et Clermont-Ferrand, ou bien à Toulouse, où le maire sortant ne décolère pas. C'est une trahison des valeurs républicaines et démocratiques, c'est une alliance de la honte. A l'inverse, PS et LFI sont restés dos à dos à Paris, Bordeaux, Amiens, Rennes ou encore Marseille, où le candidat insoumis, Sébastien Delogu, a finalement décidé de se retirer face au refus du maire sortant Benoît Payan de fusionner. Alors, alliance avec LFI ou non, une ligne fluctuante au PS qui a brouillé un message au départ clair. Il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Devenu, au fil des heures, plus ambigu. Je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que tous les insoumis sont devenus, en fait, les clones de Jean-Luc Mélenchon. Aux grandes dames de certains. Tout cela manque singulièrement de clarté. On ne peut pas dire, il y a 15 jours, que Jean-Luc Mélenchon tient des propos antisémites et ensuite constituer avec lui et son parti des pseudo-fronts antifascistes pour lutter contre la droite ou le centre-droit. Se maintenir, se désister, d'autres candidats ont eu à faire ce choix autant humain que politique. À Nîmes ou encore à Douai, des candidats de droite se sont retirés pour faire barrage à l'extrême droite. A l'inverse, à Draguignan, un candidat d'hiver droite a annoncé son ralliement au RN pour faire chuter le maire sortant. Dans ce paysage mouvementé, la campagne du second tour est désormais ouverte. Elle s'achèvera vendredi à minuit. Et si vous le voulez bien, on va commencer par Marseille avec le coup de tonnerre sur la Canebière à la mi-journée. Regardez. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous prenons la décision de retirer notre liste et de ne pas participer au pari inconséquent de Benoît Payan. L'orgueil et l'ego d'un homme ne doivent pas participer et précipiter, notre ville dans l'abîme. Sébastien Delogu, donc le candidat insoumis qui avait réuni 12% des suffrages au premier tour, choisit de se retirer. Il l'annonce à midi. Est-ce que, Anne-Charlène Bézina, ça modifie vraiment la donne du second tour à Marseille ? Moi, il me semble que ce qui est important de rappeler, c'est que les consignes de vote, les désistements, etc., ne changent rien en réalité à l'opinion, au cœur même de ce qui a influer sur les électeurs. Et donc, on n'est pas propriétaire de ces voix. Et il me semble, au fond, qu'il ne faut pas considérer, en tout cas, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège dimanche prochain, d'additionner les blocs des uns et les blocs des autres, parce qu'il me semble que tous ces éléments de tergiversation entre le dimanche et le mardi peuvent aussi amener à de l'abstention, voire même à du vote contestataire qui n'était pas initialement celui du premier tour. Donc moi, je ne suis pas sûre que ça change vraiment la donne. Il me semble néanmoins que c'était totalement inconséquent de se maintenir. Et ça prouve quand même que la stratégie d'un PS qui tient tête peut être payante aussi. C'est-à-dire qu'au fond, le choix des alliances n'est pas nécessairement le choix de l'antifascisme. J'ai l'impression qu'en fait, on joue beaucoup sur les mots, on joue beaucoup sur les raccourcis d'idées, mais au fond, une liste PS qui est en tête et qui se maintient, c'est aussi la logique électorale implacable de toute élection. Donc, je pense qu'il faut rappeler ces principes de base. Stéphane Zumsteg, Anne-Charlène Bézina parle d'arithmétique, de mathématiques. Dans les instituts de sondage, est-ce que quand on prépare un sondage de l'entre-deux tours, on additionne des voix ou est-ce que en effet, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans les appareils politiques, on a le sentiment que c'est des calculs qu'on fait quand même. Ce que l'on regarde, c'est comment les électorats pourraient se reporter, en supposant que des listes soient absentes. Ça peut être, et dans le cas de Sébastien Delogu, c'était évidemment le cas. Bon, malgré tout, le retrait de Delogu est incontestablement une bonne, voire une très très bonne nouvelle pour Benoît Payan. Est-ce pour autant que la situation est pliée à Marseille ? Non, parce que des réserves du côté du Rassemblement national, il y en a peut-être aussi. Martine Vassal, elle a obtenu quasiment le même score que Sébastien Delogu, 12%. Et où iront ces gens-là ? Quand on voit ce que sont devenus ou comment votent aujourd'hui les gens qui se disaient de droite RPR ou EMP il y a encore 10 ou 20 ans sur le pourtour méditerranéen, le pari aussi, c'est de se dire, enfin le pari, en tout cas l'hypothèse qui me paraît la plus crédible, c'est que le vote Vassal va se reporter bien plus
quand il ne s'abstiendra pas évidemment en faveur du Rassemblement national, qu'en faveur de la liste du printemps marseillais. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ça ne clôt pas complètement le dossier marseillais. Il y aura encore du suspense. Surtout, vous avez raison, on n'est pas propriétaire de ces voix. Et il y a des gens qui se sont abstenus. Il y a des gens qui vont aller voter. Et on ne sait pas dans quel sens. Comme il y a des gens qui ont voté au premier tour et qui ne voteront pas. Parmi l'électorat de Sébastien Delogu, évidemment, c'est dans l'ADN des militants de gauche, des sympathisants de gauche, de lutter contre le Rassemblement national. Mais il y a aussi des gens qui ne supportent pas la gauche plus centriste, plus social-démocrate au sein de l'électorat LFI. Il y a des gens qui vont s'abstenir parce qu'il est hors de question de voter pour, je vais employer un terme éculé, de social-traître, parce que pas assez à gauche, ou parce qu'il y a une partie de cet électorat qui ne supporte pas et qui n'accepte toujours pas le pacte de non-censure qu'a passé le Parti socialiste avec le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ceci même en dépit du fait que Benoît Payan ne soit plus membre du Parti socialiste. Mais c'est lui qui incarne la gauche dite responsable ou raisonnable, telle qu'ils s'appellent eux-mêmes. Si on additionne le score de Benoît Payan dimanche, 36,7, à celui de Sébastien Delogu, 12, voilà, on arrive à 48-49. C'est la lecture que vous faites aussi, Virginie Martin. Il ne faut pas se dire que toutes les voix de gauche vont nécessairement se reporter sur Benoît Payan dimanche prochain. Oui, c'est assez évident, surtout que Sébastien Delogu a quand même un discours extrêmement ferme, voire très critique à l'égard de Benoît Payan. Et depuis des mois et des mois, la campagne est extrêmement dure à Marseille, entre les deux hommes et même les deux listes, si je puis dire. Donc évidemment que comme un seul homme ou comme une seule femme, tous les 11-12% de Sébastien Delogu ne vont pas aller en masse comme ça vers Benoît Payan. C'est plus complexe que cela, évidemment. Néanmoins, il va récupérer, bien sûr, une bonne partie, je pense, quand même, des électorats de Delogu. Mais si Delogu aussi, dans le rapport de force qu'a instauré Benoît Payan, il faut aussi comprendre, il faut aussi regarder que les scores de Sébastien Delogu n'étaient pas extraordinaires. Si Sébastien Delogu aussi se retire comme cela, et donc cède au rapport de force de Benoît Payan, c'est aussi qu'on voit que dans ses propres quartiers, notamment les quartiers nord, les arrondissements 13, 14, 15, 16, Sébastien Delogu arrive en 3e position. Après Benoît Payan, évidemment, mais après aussi le Rassemblement national. Donc il faut voir ça aussi. Il n'est pas en position de force. Il y a certains secteurs où il fait 3, 4, 6%. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus le raz-de-marée LFI. Et donc là aussi, ça interroge la ligne stratégique de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, quand on croise précarité plus immigration, vague d'immigration, on a du LFI. Eh bien non, pas toujours, loin de là. Et on a même beaucoup plus de RN, beaucoup plus d'un PS un peu fort, plutôt qu'un LFI. Et Marseille, je trouve, vraiment peut être un idéal typique pour contrarier Jean-Luc Mélenchon dans les états-majors de gauche, en fait. De gauche classique, les sociotraites, comme vous en parliez. Mais vous voyez, c'est vraiment intéressant d'aller regarder secteur et arrondissement par arrondissement, bien sûr. Donc maintenant, évidemment que c'est une mauvaise nouvelle pour Franck Alizio, c'est évident, pour le Rassemblement national. Le retrait de Delogu, évidemment, est une mauvaise nouvelle pour le RN, bien entendu. C'est quoi la mauvaise nouvelle pour le RN? C'est le retrait de Delogu ou c'est le maintien de Martine Vassal? Alors, les deux. Les deux, j'ai envie de vous dire. Bien entendu, le retrait de Delogu qui fait finalement, qui éclaircit le paysage à gauche, c'est très important pour Benoît Payan. Mais c'est vrai aussi que le maintien de Martine Vassal, mais elle n'aurait pas pu faire autre chose. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle se désiste, parce qu'Alizio a tendu la main en disant les états-majors autour de Martine Vassal doivent absolument dire qu'elle doit se retirer. Mais si elle se retire, ça veut dire quoi? C'est qu'elle donne la ville potentiellement au RN. C'est pas possible. Elsa, Franck Alizio et Jordan Bardella ont essayé d'appeler Bruno Retailleau. Il y a eu pas des tractations, évidemment, c'est pas le mot, mais il y a eu des coups de fil. Ce qui est assez étonnant dans ces coups de fil avec Martine Vassal, comme vous disiez, c'est qu'en fait, certains voulaient qu'elle se maintienne, mais pour des raisons différentes les uns des autres, et certains voulaient qu'elle se désiste, mais pour des raisons différentes des uns des autres, puisque certains disaient il faut qu'elle se retire justement parce que le risque c'est Franck Alizio, certains disaient mais non, justement il faut qu'elle permette l'élection de Franck Alizio en proposant une fusion ou en tout cas en faisant un accord avec le candidat du Rassemblement national. Donc c'est vrai qu'à la fin des fins, la seule solution peut-être c'était le maintien. En revanche, on sait bien que Renaissance, qui soutient Martine Vassal par exemple, eux préféraient que Benoît Payan
soit élue. Ils ne la soutiennent plus vraiment. Elle n'a pas fait. Voilà, on se souvient dans sa campagne, ce qu'on retient, c'est qu'elle a retenu le slogan de Pétain. C'est pas Renaissance peut pas être d'accord avec ça. Donc en fait, si vous voulez, là, je pense qu'elle se maintient, mais elle se maintient peut-être pour que la ville ne soit pas récupérée par le Rassemblement national. Même si dans son parti et dans ses électeurs, c'est ce que Stéphane Zumsteg disait, peut-être que certains de ses électeurs, eux, vont se reporter sur Franck Alizio au second tour. Il faut peut-être aussi, il faut peut-être voir aussi l'idée de la composition des futures oppositions, parce qu'on a un peu le sentiment que celui qui gagnerait winner takes it all, c'est un peu vrai d'ailleurs, parce qu'il y a cette prime majoritaire dans le scrutin municipal, mais se maintenir, c'est aussi assurer au moins une présence minimale dans un conseil municipal, et dans une ville comme Marseille, où justement on sait que l'idée de donner les clés au Rassemblement national était particulièrement problématique pour la droite, on va dire républicaine, eh bien, de ce fait-là, il y a peut-être aussi ce réflexe de se dire on maintient quelques élus au niveau du conseil municipal. Marco Pommier, vous êtes en direct de Marseille avec nous ce soir. Quelle ambiance sur le Vieux-Port ? Le suspense est total ici à Marseille, Adeline. Du côté des équipes de Benoît Payan, on exprime une forme de soulagement ce soir après le retrait de Sébastien Delogu, l'insoumis qui a obtenu 11,9% des suffrages au premier tour, des voix qui pourraient profiter aux maires socialistes sortants pour le second tour sans se compromettre, je cite, avec la France insoumise. C'est ce que nous dit l'entourage de Benoît Payan, qui nous confie aussi avoir vu venir le retrait de Sébastien Delogu à l'annonce ce matin de sa conférence de presse. De leur côté, les Insoumis expliquent qu'ils ont voulu montrer qu'ils prenaient leurs responsabilités face à l'extrême droite, contrairement, je cite, à Benoît Payan qui a refusé l'alliance avec la France Insoumise. Alors qu'en pensent les électeurs de gauche, les premiers concernés finalement? Propos recueillis avec Eva Billion. Je regrette qu'il se retire. Je vais mettre un bolgam blanc. Voilà. J'aurais souhaité une fusion des listes entre Benoît Payan et Sébastien Delogu parce qu'il est important que les électeurs qui ont voté pour la France Insoumise puissent être représentés au conseil municipal. Je pense que si il avait fait une alliance, il aurait perdu du crédit auprès de son parti politique et de sa famille politique qui est le PS. Donc je pense que c'est mieux pour sa carrière politique. Après, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour la ville? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne vouliez pas d'alliance? C'est Payan, c'est que son truc à lui et je trouve que c'est beaucoup mieux. Il sera élu, je pense. Je pense que Payan, il peut être le moins pire dans cette élection et on verra bien de toute façon dimanche ce qui se passera. Voilà, on rappelle, Marco, que Benoît Payan est arrivé au coude à coude avec Franck Alizio dimanche soir. Qu'en disent les électeurs de Franck Alizio, justement, que vous avez rencontrés cet après-midi ? Eh bien, du côté des électeurs RN, difficile d'avoir des témoignages face caméra, malgré le très bon score, vous le disiez, de Franck Alizio au premier tour, moins de 2 points avec le socialiste Benoît Payan. Des électeurs RN qui nous ont quand même parlé, avec qui on a pu quand même discuter et qui nous ont confié, pour certains, leur scepticisme pour le second tour, estimant finalement que la réélection de Benoît Payan était presque acquise après le retrait de Sébastien Delogu. D'autres, en revanche, veulent y croire. Ils misent sur un report des voix des électeurs de Martine Vassal, la candidate LR, qui a terminé 3e et qui se maintient en second tour. Vous en parliez en plateau. Et si ce scénario du report des voix se confirme à Marseille dimanche prochain, alors le scrutin pourrait être extrêmement serré dans la cité phocéenne. Merci beaucoup, Marco Pommier, avec Eva Billon en direct de Marseille. Stéphane Zumsteg, mathématiquement, est-ce que Franck Alizio a encore une chance de l'emporter dimanche soir ? Il n'est pas le favori, très clairement. Le favori, c'est le maire sortant, Benoît Payan, mais c'est absolument pas impossible. On a parlé de l'électorat de Martine Vassal. On ne sait pas où il doit aller, mais je pense qu'il ira plus en direction. Pour ceux qui voteront les Vassal premier tour, qui iront à nouveau voter au second tour, iront plus vers le Rassemblement national que vers Benoît Payan. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure il va y avoir des fuites dans l'électorat de Sébastien Delogu du premier tour, des gens déçus qui sont très clairement de la gauche radicale et qui ne veulent pas d'un maire social-démocrate. Donc il y a tout ça, il y a le troisième élément. Mais ces électeurs-là, ils vont s'abstenir, non, dimanche ? Ils peuvent s'abstenir, enfin vous avez le choix, mais l'électorat de Delogu va massivement se reporter sur Benoît Payan. Ça c'est une certitude, mais massivement, une fois que je vous ai dit massivement, je suis incapable de le quantifier par rapport chaque voix compte. Mais chaque voix compte, mais sur Marseille c'est intéressant, les Insoumis se sont retrouvés piégés.
en fait, piégé par l'intransigeance du maire sortant, mais qui n'a fait qu'appliquer finalement la doctrine qui était celle du Parti socialiste jusqu'à 19h59 dimanche soir. Il a appliqué une doctrine ou il y a aussi quelque chose de personnel entre Payan et de Logu? Alors je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de personnel, je ne sais pas dans quelle mesure il a été soumis à la pression de Jean-Luc Mélenchon ou pas, et c'est là où je veux en venir dans la perspective de l'élection présidentielle. Si Sébastien Delogu se maintenait, si le Rassemblement national gagnait la ville, qui était responsable aux yeux de l'opinion de gauche en France? Eh bien, les Insoumis, leur intransigeance, et donc Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, il a besoin de rassurer l'électorat de gauche au sens large dans sa stratégie de rassemblement, dès le premier tour, comme il l'a fait en 2017, et comme il l'a fait encore plus brillamment en 2022. Ça aurait été totalement illisible, et je pense que je ne vais pas parler de LFI, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon. Il aurait vraiment laissé des plumes dans la perspective de l'après. Et l'après, c'est évidemment l'élection présidentielle. Bon, on va parler de l'autre désistement du jour. C'est celui à Paris de Sarah Knafo, qui n'a donc pas déposé de liste pour le second tour. Elle qui s'était qualifiée dimanche soir de justesse avec 10,1% des voix. Ce sera donc dimanche prochain une triangulaire entre Emmanuel Grégoire, Rachida Dati et Sofia Chikirou. Katia Gilder. Après avoir appelé en vain à une alliance avec Rachida Dati, Sarah Knafo a fini par renoncer à se maintenir au second tour. Par sens des responsabilités, par amour de Paris, par respect des Parisiens, à qui j'ai dit dès le premier jour de ma campagne que mon objectif était de battre la gauche, j'ai pris cette décision qui est lourde, une décision douloureuse que je prends pour être responsable et pour la capitale de mon pays. Lui aussi a jeté l'éponge. Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon, a accepté une fusion de sa liste avec celle de Rachida Dati, mais sans lui. Le collectif qui m'accompagne, mes colistiers, mes partis, souhaitent le changement et je l'accompagne. Je permets cette fusion dans la clarté des principes contre l'extrémisme politique. Pour moi, le chemin s'arrête. Le chemin s'arrête puisque les Parisiens n'ont pas souhaité que je sois le prochain maire de Paris. Je le respecte profondément. Des tractations qui laissent un peu perplexe cet électeur parisien qui a voté pour le candidat Horizon au premier tour. Quand vous avez voté pour une liste qui disparaît, nécessairement vous posez la question de savoir pour qui vous allez voter au tour suivant si votre liste n'est plus présente. Bournazel et Dati, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même historique, c'est pas le même pédigré, donc ça change vraiment. Dans ce quartier du 16e arrondissement de Paris, certains regrettent les divisions de la droite. Je ne vois pas pourquoi Bournazel ne veut pas aussi Knafo. Si le but est de faire barrage à LFI, je ne vois pas pourquoi les trois ne puissent pas s'unir. Je trouve que Rachida Dati aura beaucoup de mal à arriver à obtenir satisfaction parce qu'elle a un pourcentage moindre que le sortant. Malgré ses 12 points de retard sur son concurrent socialiste, la candidate soutenue par les Républicains et le MoDem veut y croire. On a une chance historique de tourner la page. Ce n'est pas une histoire de mathématiques. Nous, je l'ai toujours dit, la droite et le centre, notre électorat, ne supporte pas la division. La division démobilise. Dans le camp d'en face, les partisans d'Emmanuel Grégoire, en tête avec près de 38%, sont plutôt confiants. J'ai voté pour la liste d'Emmanuel Grégoire et je vais revoter pour lui dimanche prochain. Pour Emmanuel Grégoire. J'aime son programme et tout, il est de gauche et je suis de gauche. Emmanuel Grégoire, qui a refusé de s'allier avec Sofia Chikirou et ses 11,72%. Résultat, l'insoumise a décidé de se maintenir. Ce sont les électeurs qui ont fait ce choix et en votant pour nous, pour la liste du nouveau Paris populaire, ils ont souhaité dire « nous existons, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone ». Nos voix comptent. Des voix particulièrement en colère, à l'image de cet électeur du 18e arrondissement qui reste sur sa position de vote. Moi, je suis un électeur de gauche et j'ai voté Chikirou au premier tour. La perte de confiance que j'ai envers le PS date de assez longtemps pour que je puisse pas mettre un bulletin Grégoire. À Paris, 3 listes vont donc s'affronter pour ce second tour. Suspense pour avoir le nom du nouveau maire de Paris. Suspense, mais Stéphane Zumsteg, il me semble que vous aviez testé avant le premier tour les cas de figure où Rachida Dati pouvait l'emporter au second tour. Est-ce qu'une triangulaire sans Bournazel ni Knafo, c'était faisable ? Oui, ça reste faisable. En tout cas, au soir du premier tour, c'était très clair qu'Emmanuel Grégoire était quasiment assuré de l'emporter s'il y avait les 5 listes là. Ce sont deux bonnes. Il y avait une quinquangulaire. Une quinquangulaire, absolument. Là, ça a changé. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle pour Rachida Dati, c'est pas le ralliement. Enfin, le ralliement, c'est pas un ralliement, puisque pour lui, je le cite, l'aventure s'arrête là. Pierre-Yves Bournazel, c'est pas ça. C'est évidemment le fait que Sarah Knafo, et en le faisant très intelligemment, se désiste pour Paris
sans citer Rachida Dati, et c'est très bien vu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour elle, parce que quand on voit là encore la sociologie du vote en faveur de Reconquête, en l'occurrence de Sarah Knafo, à Paris, l'extrême droite classique, le Rassemblement national, ça n'existe pas à Paris. La preuve, Thierry Mariani a fait 1,5%, et lors des scrutins précédents, leur score cumulé, était toujours très décevant. Mais ce sont des gens qui sont de droite, ils ne sont pas de droite radicale ou d'extrême droite, on peut l'appeler comme on veut, ce sont des gens qui... Là encore, un terme un peu traditionnel, un peu facile à sortir, c'est la droite Trocadéro. C'est quoi? C'est des gens qui ont voté RPR, qui ont voté UMP, qui ont voté LR, et qui maintenant ont... Des gens qui votaient Fillon? Mais bien sûr, des gens qui votaient Fillon, et encore Fillon, c'était la version light de ce qu'est Reconquête aujourd'hui, mais ce sont des gens très clairement de droite, avec un niveau de vie, un âge assez âgé en général, un niveau de vie très élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que la moyenne, des gens qui sont très libéraux sur les questions économiques, très conservateurs sur les questions sociétales, et qui se sont raidis, tout en venant de la droite dite traditionnelle, se sont raidis sur les questions d'identité, d'immigration, d'insécurité. Ces gens-là sont très clairement de droite, ont été de droite classique et donc vont voter massivement pour Sarah Knafo. Maintenant, même si elle n'a pas annoncé son soutien à Rachida Dati, même si elle n'a pas cité Rachida Dati... Mais elle dit c'est pour battre la gauche. Même si Rachida Dati n'a pas demandé le soutien de Sarah Knafo, tout ça peut avoir aussi une influence sur le vote notamment des électeurs de Pierre-Yves Bournazel. Là encore, plutôt de droite, plutôt de centre-droit, ils peuvent être effrayés par le fait que... Alors malgré elle, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, Rachida Dati se trouve à la tête d'une liste qui n'a pas bougé, mais qui est colorée un peu plus de Reconquête qu'auparavant. Ah bah oui. Ça aura forcément des conséquences. Hein. Ouais, on a les noms ce soir de la liste Dati, Elsa. Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs des tractations qui ont débouché sur cette triangulaire, notamment les tractations Dati-Bournazel? Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a une mésentente connue entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel. Ils ont eu des mots très très forts pendant la campagne. Rachida Dati a dit que c'était l'incarnation physique de la droite la plus belle du monde. Donc, bon, déjà, c'était très, très mal embarqué. Donc, nous, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a eu très peu de discussions, finalement, entre les deux. Ils ne sont pas projetés sur l'entre-deux tours, vraiment. Et Pierre-Yves Bournazel n'a prévenu personne qu'il allait annoncer justement qu'il ne figurerait pas sur la liste. On nous dit qu'il n'a même pas prévenu Édouard Philippe, ce qui est quand même un crime de lèse-majesté dans un parti. Donc il a pris tout le monde de court. Et évidemment, on voit ça comme une fusion, mais une fusion du coup du bout des lèvres. C'est-à-dire que c'est pas un soutien à Rachida Dati, c'est plutôt histoire de dire la plupart de mes colistiers sont favorables, donc je les laisse. C'est la fusion en se pinçant le nez, quoi. Voilà, mais moi j'y vais pas. Donc effectivement, côté Horizon, il y a une partie qui est assez fâchée avec Pierre-Yves Bournazel, qui considère que c'est pas une manière de faire les choses. Après, on rappelle aussi que Pierre-Yves Bournazel, c'est Monsieur Élection au sein d'Horizon, donc on vexe pas non plus trop souvent celui qui s'occupe des élections. Et puis côté Renaissance, qui, je le rappelle, avait soutenu Pierre-Yves Bournazel et pas Rachida Dati, moi, un cadre du Bloc central me disait non, je trouve qu'il y a eu un certain panache dans la décision de Pierre-Yves Bournazel, finalement fidèle à ses valeurs. Pierre-Yves Bournazel, il sait très bien que le jour où il annonce qu'il fusionne et qu'il se retrouve sur la liste de Rachida Dati, il y a tous les montages vidéo, des fois où il a répété qu'il ne le ferait pas. Donc, chez Renaissance, on dit que ça avait un certain panache, manière de dire qu'on ne souhaite pas forcément que Rachida Dati soit élue au final. Et ce qui est intéressant, effectivement, sur l'électorat de Pierre-Yves Bournazel, c'est que c'est très difficile de quantifier ceux qui vont se reporter sur Rachida Dati et ceux qui vont se reporter sur Emmanuel Grégoire. Moi, on me dit quand même plutôt électorat Rachida Dati. Mais c'est vrai que s'ils ont voté Pierre-Yves Bournazel au premier tour, c'est bien qu'ils ne voulaient pas, en tout cas dès le premier tour, voter pour Rachida Dati. Et quand on se penche sur la constitution de la liste Dati, on voit donc ce soir Marlène Schiappa, macroniste historique de la liste Bournazel. En revanche, on a perdu Clément Beaune en route, qui était numéro 3 sur la liste Bournazel. Ça a chauffé ? Avec un message qu'il a publié sur ses réseaux, qui n'est pas particulièrement tendre à l'intention de la candidate, quand même, où il estime que ça n'est pas sa manière de faire de la politique. Donc on voit bien que, comme vous le disiez, il y a vraiment de la friture sur la ligne avec Renaissance au niveau du ralliement avec Rachida Dati. Quant à la coloration, finalement, Knafo, immanquablement, elle y est, elle y sera. La question de la gouvernance à droite de Paris, c'est une gouvernance qui, justement, va être forcément un peu teintée de cet électorat 16e, 17e, où on sait que le principe est quand même un pari plutôt conservateur. Moi, il me semble que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'au fond, même le maintien de la liste Chikirou n'est pas de nature à affaiblir l'avance d'Emmanuel Grégoire, bien au contraire, parce qu'il y a quand même une tradition à gauche qui est celle du vote utile. C'est ce qui avait justement joué en faveur de Jean-Luc Mélenchon au moment des présidentielles, et notamment de la dernière, où on s'était dit le vote utile à gauche étant celui-ci, il faut y aller. Et donc, il me semble que Sophia Chikirou, quand bien même elle se maintient, on le comprend pour des considérations finalement personnelles, voire même de guerre nationale,
n'affaiblira pas, il me semble, l'avance qu'a Emmanuel Grégoire. Mais là, il me semble qu'on a vraiment un instantané de ce qui peut se passer en 2027. C'est-à-dire que la droite est plutôt défavorable à faire tomber totalement officiellement le cordon sanitaire avec la droite plus extrême. L'alliance avec le centre, elle est très complexe également, mais la gauche, au moment de s'unir, elle-même, elle est pas très à l'aise. Donc en fait, moi, il me semble que dans cette absence de représentativité totale de la campagne de Paris, il y a ce qui va se passer en 2027, c'est-à-dire la cacophonie qu'on a tous les jours dans les 11 groupes parce de que même pour l'Assemblée les, nationale, même c'est pour la les France. téléspectateurs qui nous regardent, et qu'ils soient électeurs ou non d'ailleurs, ils regardent ce qui se passe à Marseille, ils regardent ce qui se passe à Paris, ils voient que Sébastien Delogu se retire, ils voient que Sophia Chikirou se maintient. D'ailleurs, est-ce que Emmanuel Grégoire il prend un risque en se passant des voix insoumises, Virginie Martin, Stéphane Zumsteg Ah oui, il prend bien sûr un risque. Il prend son risque. Mais voilà, c'est ce qu'il dit. Je prends mon risque, je prends mes responsabilités. Il est aussi droit dans ses bottes. Voilà, après, moi, ce que je trouve difficile quand même aujourd'hui, dans la stratégie de la France Insoumise, c'est de dire, dans telle et telle ville, finalement, on lutte contre la droite fasciste, alors que parfois il s'agit juste d'Olivier Galzi, qui n'est pas... à Avignon, il est arrivé en tête. Qui n'est pas le premier des RN, on peut le dire. Et puis, à Marseille, on se retire logiquement, parce qu'évidemment, il y a le RN très clairement. Et puis à Paris, alors qu'on a une candidate, voilà, un petit peu sulfureuse, qui arrive quand même de l'UMP, de la Macronie, etc., ils auraient pu aussi avoir le même raisonnement, puisque Manuel Bompard n'a de cesse de dire que maintenant, il faut toujours se désister quand il y a le centre droit, la droite, parce que quelque part, à la fin du jeu, il y a Bruno Retailleau et donc quelque part le Rassemblement national. Donc toutes les listes de droite sont devenues un petit peu fascistes, si je puis dire, ou à coloration fasciste. Et qu'il faut un peu s'opposer finalement à cette vague comme cela et donc avoir ces postures antifascistes. Et puis tout d'un coup, à Paris, là, c'est la grande exception. Et est-ce que tout ça va être tenu? Ou bien au contraire, en tenant tête finalement à la gauche classique, traditionnelle d'un Emmanuel Grégoire et en finalement, elle aussi, prenant ses responsabilités, est-ce que là, Sophia Chikirou ne pousse pas son avantage de leader de la France Insoumise, qu'elle n'est pas tout à fait aujourd'hui, finalement. Et là, elle prend mais quand peut-être même un peu plus que Sébastien Delogu. Bien sûr, oui, mais là, elle prend quand même, je trouve, une stature un peu plus nationale en disant « je ne vais pas jusqu'au bout », et enfin, au contraire, je vais jusqu'au bout et je ne vais pas jusqu'au bout dans les fusions et autres, si je puis dire, négociations d'appareil. Stéphane Zumsteg. Le pari d'Emmanuel Grégoire, il est double et il pourrait totalement s'avérer payant dimanche prochain. D'une part, c'est de se dire que dans ce duel qui s'annonce, même s'il y aura 3 listes, effectivement, mais tout ça va se résumer à un duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati pour la mairie de Paris. Il y aura un vote utile au sein de ces presque 12% de Parisiennes et de Parisiens qui ont voté pour Sophia Chikirou, de se dire maintenant, je vais en récupérer. Combien il y en a encore, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4%, 5%. Tout est envisageable, mais je vais en récupérer parce qu'il y aura le front. Alors ça, c'est pas un front républicain, mais c'est le front anti-Rachida Dati d'un électorat, je parle de l'électorat insoumis, qui est très hostile en termes d'image quand il s'exprime à l'égard de Rachida Dati. Et le deuxième pari, c'était de toute façon, il avait bien compris que si jamais il y avait une fusion, fût-elle technique, les Parisiens n'auraient pas été dupes et c'en était fini des reports. On parlait tout à l'heure de l'électorat à Bournazel, c'en était terminé. Il n'y avait pas une voix de Pierre-Yves Bournazel, j'exagère, mais pas énormément, finalement, qui se tournait vers lui. Et un dernier point sur Sarah Knafon, la question que nous nous sommes tous posée, c'est est-ce que tout cela va profiter à Rachida Dati ou pas? En tout cas, la grande gagnante de ce désistement, elle s'appelle Sarah Knafon. Elle aurait, selon moi, commis une faute politique si elle ne s'était pas... En se maintenant, parce que c'est quoi? C'est évidemment, elle est en faveur de l'accélération de l'union des droites, donc se maintenir, c'était faire. Alors là, pour le coup, c'était perdre Rachida Dati, donc ça posait un problème de cohérence. Et même si après ce désistement, même si Rachida Dati perd dimanche prochain, on pourra dire c'est pas de ma faute, la perdante, moi j'ai apporté mes voix, c'est bien que Rachida Dati n'était pas au niveau, et si jamais Rachida Dati gagne, elle dira c'est grâce à mes 10% de voix que nous avons gagné. Donc tout ça est une occasion énorme pour Reconquête et pour elle de mettre en place, en dépit de ce que veulent les Républicains, la fusion des droites. J'ai une toute dernière question sur Paris, un peu technique, pardon Anne-Charlène, mais une liste déjà déposée pour le second tour, elle peut être retirée?
Une liste déjà déposée pour le second tour peut Sophia être Chikirou. retirée. Est-ce que maintenant Non, que c'est fait... pas après ce soir. Non, là, vraiment, on Impossible. a l'instantané de ce qui va se passer dimanche. Mais il y a une parade. Vous ne pouvez pas mettre de retirer, bulletin. Vous ne présentez pas de bulletin de vote. Alors ça fait peut-être un peu ridicule pour une partie de l'électorat. C'est arrivé, plusieurs c'est fois déjà arrivé, en tout cas, dans l'histoire. Avant de passer aux autres alliances entre socialistes et LFI dans d'autres villes, je voudrais qu'on parle des mots de cet entre-deux tours avec Olivier Ravanello. C'est quelle histoire ? On ne commence pas quelle histoire sans le point d'exclamation. On est bien d'accord. On est d'accord, Olivier, c'est pas possible. En ce moment, les mots ont un sens. C'est aussi ce que vous vouliez nous rappeler, Olivier, ce soir. L'histoire que l'on raconte dans cet entre-deux tours, elle est fondamentale. Et à gauche, on est très créatif dans ce narratif des alliances. Extrêmement. Prenez accord. C'est un joli mot, accord. C'est assez simple. On est d'accord, il y a un accord. On n'est pas d'accord, il n'y a pas d'accord, ni au premier, ni au deuxième tour. Jusque-là, c'est à peu près simple. Sauf qu'il y a des adjectifs qui viennent. Accord national. Ah, c'était pas pareil. Il fallait donc comprendre que c'était plutôt au niveau local que ça allait se jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau local ? Au niveau local, on a dit fusion. C'est quand même très chaud, une fusion, hein. Un couple fusionnel, vous ne faites plus la différence entre l'un et l'autre. Donc comment on fait pour que la fusion elle soit un peu moins fusionnelle ? On va chercher le mot le plus froid de la langue française, technique, et vous avez une fusion technique. C'est un peu le principe de la douche écossaise adapté à la politique. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que par exemple, à Toulouse, on fusionne, même s'il n'y a pas de risque RN à l'horizon. À Marseille, là où le RN est à l'horizon, on fusionne alors ? Ah ben non. Non, on ne fusionne pas, on ne prend pas la main tendue de Delogu. Mais à Paris, où il n'y a pas de risque RN, on pourrait peut-être fusionner. Ah ben non, là non plus, on ne prend pas la main tendue de Chikirou. À Limoges, ah oui, à Limoges, ça passe. À Nantes aussi, ça passe. Mais alors à Nantes, autre chose, autre nouveau mot, il n'y a pas de programme commun. Un programme commun, c'est un vieux mot, ça, en langage socialiste, le programme commun. C'est un vieux mot qui nous ramène à la même idée, à la même épine, presque, on pourrait dire. L'union des gauches, socialistes et communistes, réunis pour pouvoir aller prendre le pouvoir. Le principe, c'est toujours le même. On a deux identités, on n'est pas pareil, et à un moment donné, pour gagner, on se rassemble. En 71, le tout jeune parti socialiste se réunit à Épinay, et la question est sur la table. Est-ce qu'on fait une alliance avec les communistes ? Alors, pour ce qui est de la question de l'identité, la première composée, écoutez, il y en a un, il s'appelle François Mitterrand, qui met assez clairement le point sur les i. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai compris. J'ai à peu près tout compris. Y compris dans les intonations de voix. Ouais. Vous voyez que quand on parle de la manière dont on va s'y prendre, on est dans le mezzo voce, ce poste politique. En revanche, quand on est sur la conviction, là on porte le verbe haut et fort. Mais il y a quand même la question de la tactique. Est-ce qu'on va faire une alliance ou pas une alliance ? Là, cette fois-ci, c'est Pierre Mauroy qui répond. Camarades, l'essentiel de notre position peut s'exprimer ainsi. La gauche a besoin du concours du Parti communiste. Et après évolution, de la participation du Parti communiste pour battre la droite et la réaction et pour pouvoir avoir en France un gouvernement de gauche. Je ne sais pas vous, mais j'ai compris là encore. Ah ouais, c'est clair, c'est limpide. C'est assez simple. Alors à cette époque, on faisait de la politique à gauche avec des mots-clés qui parlaient immédiatement. Alors on parlait de motion. On déposait une motion et puis on votait sur des motions. Et le vainqueur, du coup, incarnait la ligne politique du parti. Alors ça, la ligne, camarades, il ne faut pas y toucher. C'était tabou pendant quelques temps. Et puis, on se réunissait. Derrière les noms de famille, on mettait un iste ou un ien. Et puis, ça faisait que moi, j'étais mitterrandiste, chevènementiste, rocardien, fabusien. En gros, la chambre était à peu près rangée. Aujourd'hui, à l'époque des punchlines, c'est vrai que tout ça apparaît un peu Là, on rigide. n'entend pas trop parler des foristes. Non, on n'entend pas du tout parler de ça. Alors, ça pop-up à gauche et à droite, mais on n'a pas la même lisibilité. Et c'est ça, en fait, le fond du sujet. C'est que cette vision et cette façon de faire de la politique peut-être un peu rigide avait un grand mérite, c'était celle de la lisibilité, qui est indispensable pour un électeur, cette lisibilité. C'est sans doute celle qui évite le côté...
C'est tous les mêmes, ils font leur tambouille et puis ils font des combinations entre les 2 tours. Et puis c'est surtout ce qui évite d'aller à la pêche le dimanche, jour des élections. On dit de quoi ? On a un problème de lisibilité du côté du Parti socialiste à l'issue de ce premier tour et de ses alliances avant le second tour. Clairement, et je vais même aller complètement dans le sens d'Olivier Ravanello, la fusion technique, ça n'existe pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui essayent de mettre une réalité juridique derrière. Mais si, c'est un terme très connu, très convenu. Ça voudrait dire, en réalité, on participe ensemble à l'élection, mais nous ne travaillerons pas ensemble à l'issue de l'élection. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément pour un électeur ? C'est un électeur qui donne sa voix, c'est un électeur qui donne sa voix pour travailler ensemble. Donc, c'est le principe même de la trahison du politique. Et il me semble, alors déjà le baromètre du Cevipof auquel on a travaillé cette année est quand même le plus catastrophique des 17 vagues. Ça veut dire que la défiance l'emporte partout en France. Le dernier bastion qui nous restait, c'était la démocratie locale. Aujourd'hui, il me semble précisément que ces accords d'appareil, alors encore une fois, ça peut se justifier de travailler ensemble pour essayer de ne pas éparpiller des voix, etc. Mais l'absence de clarté totale dans le programme, dans la manière dont finalement on fait des fronts ou pas, ça me semble être vraiment symptomatique de ce qui fait que les Français décrochent. Et je rajouterai un dernier point, c'est que je regrette que peu avant l'élection municipale, on nous ait toujours parlé de cordon sanitaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, alors mais jamais... il y a eu l'affaire Quentin de Ranc qui a suscité aussi cette il y a eu une actualité liée à... honnête, cette friandise du côté de la droite, de retourner l'expression de cordon sanitaire. Est-ce que ça aurait existé sans l'affaire Quentin de Ranc à Lyon ? Je n'en suis pas sûre et je crois vraiment qu'elle a infusé dans l'opinion, mais pas tant que ça au moment électoral en réalité. Parce que précisément, le vote, au moins local, ça doit être un vote d'adhésion. La proximité, la vérité de la politique qui change la vie, c'était le général de Gaulle qui disait ça en 59, c'est ça qui a disparu. Et moi, pour 2027, ça m'inquiète. On pourrait citer Nantes, où la maire sortante, qui est numéro 2 du Parti socialiste, Johanna Rolland, elle jurait avant le premier tour qu'elle ne ferait pas d'alliance avec les mélenchonistes. Elle s'est résolue à conclure cette alliance pour sauver son écharpe. Elle avait récolté 35% des voix au premier tour. Johanna Rolland, elle revendique ce soir un front antifasciste. On peut citer aussi les alliances socialistes insoumis à Toulouse, à Limoges, à Clermont, à Brest, à Avignon. On peut même citer Tulle, tiens. Tulle, fief de François Hollande, où il est député, le maire sortant qui était un proche de François Hollande a fusionné aujourd'hui là aussi avec la liste PCF LFI écologiste, alors que François Hollande avait, pendant toute la campagne, estimé que tout rapprochement avec LFI au second tour serait une compromission pour la gauche socialiste. Et hier soir, Olivier Faure aux 20h de France 2, un peu gêné aux entournures. Je ne sais pas vous, mais il m'a donné l'impression, vous savez, ce sketch des inconnus qui font la différence entre les bons et les mauvais chasseurs. Et là, hier soir, on avait l'impression qu'il faisait la différence entre les bons et les mauvais insoumis. Mais vous parliez tout à l'heure de problème de lisibilité de la stratégie du Parti socialiste. C'est bien pire que ça, parce qu'en plus, ça s'accompagne d'un sentiment de sauve qui peut. On a l'impression, parce que le Parti socialiste, vous avez cité Nantes, on aurait pu citer Clermont-Ferrand ou Brest, dans des fiefs historiques du Parti socialiste, il a enregistré des scores très décevants dimanche dernier. Pas partout, mais en tout cas dans un certain nombre de villes. Et les fusions ont été immédiates, parce que certes, il y a des fusions avec les Insoumis pour gagner à Limoges, gagner à Toulouse, mais il y a surtout des fusions pour sauver ces villes. Ce ne sont pas des fusions de conquête, parce que là, on pourrait très bien dire que finalement, c'est l'union de la gauche qui est... La gauche a toujours été unie, vous parliez du Parti communiste, du Parti socialiste, on est dans la lignée de la tradition de cette union de la gauche, et y compris comme on a pu la connaître avec la NUPES et le nouveau Front populaire. Là, il y a ce sentiment de ville, de mauvais résultats. Le Parti socialiste aurait été en danger et aurait pu perdre beaucoup de villes sans cette alliance. Et il y a le côté, on change de stratégie tous les 2 jours, mais malheureusement, pour le Parti socialiste, j'ai un peu peur pour lui, que ce soit aussi, que ça entretienne l'idée d'un parti qui vend son âme, en partie. Oui. Ça peut être exprimé par une partie de l'opinion, notamment l'opinion la plus centriste, parce que vraiment, là, c'est la fusion à tout prix pour sauver les sièges. Alors, je discutais justement avec un député socialiste, on prenait le cas de Limoges. Eux, effectivement, ils reconnaissent qu'un point de vue national, il y a une grande illisibilité, mais ils me disent, à Limoges, en fait, on a un programme qui est très proche. La réalité, c'est qu'on ne s'accorde pas, on ne fusionne pas juste pour reconquérir la ville. On a un programme qui est très proche. Damien Maudet n'est pas un insoumis agitateur. Il n'a pas eu de prise de parole outrancière. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Et donc, en fait, moi, le député avec qui je discutais, il n'est pas proche des insoumis. Mais il me dit juste, là, à Limoges, on veut regagner la ville.
l'insoumis, on peut très bien travailler avec lui. Pourquoi pas s'allier? Ça s'est toujours fait à gauche. Mais pourquoi pas? Mais ils le disent partout. Dans toutes les villes où ils fusionnent, ils expliquent qu'il n'y a quasiment pas de différence entre eux et les insoumis. C'est pour ça que je trouve que, au je pense contraire, pas que l'électorat soit dupe. La stratégie est au contraire très lisible, je trouve. Je ne la trouve pas du tout illisible, en définitive. Il y a une espèce voilà, une parole assez démonétisé tout de même d'Olivier Faure depuis des mois et des mois et des mois. Il dit on ne veut pas d'accord national, très bien, mais finalement ils en ont fait avec la NUPES, ils en ont fait avec le nouveau Front Populaire, ils en font régulièrement. L'exception, ça a été quoi? Ça a été les Européennes, avec Glucksmann qui arrive tout de suite devant, et ils n'en font rien derrière. Pardon, entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est avant 2024. Oui, mais entre-temps et après tout ce qui s'est passé, y compris avec l'affaire Quentin Derenque, il y a eu une forme de rupture idéologique. Oui, d'accord. Oui, mais alors attendez, on savait très bien, personne n'a été dupe, que quand Olivier Faure dit on ne fera pas d'accord national avec LFI, on savait très bien que le lendemain des résultats, les accords avec LFI allaient arriver. C'était l'évidence, c'était écrit d'avance. Donc on voit bien quand même que les principes et les belles paroles comme cela se fracassent complètement après sur le terrain. Ils sont même, le PS va même derrière LFI à Toulouse, avec un député, avec Picmal, qui est quand même pas le plus humain, parce qu'Olivier Faure a maintenant aussi dit qu'il y avait certains LFI qui étaient plus humains que d'autres. C'est pour ça que je disais les bons et les mauvais. Voilà, je rebondissais sur cela, exactement. Donc vous voyez, c'est quand même, ils se dédisent quand même sur leurs valeurs. Tout ça pour, in fine, tout de même, garder des postes. Enfin, il faut quand même appeler un chat aussi. Et ceux qui ont eu une attitude très nette. Trottmann, Benoît Payan. Comme Payan, comme Grégoire. Emmanuel Grégoire. S'ils gagnent, est-ce qu'ils peuvent incarner un renouveau national au sein du c'est ça qui est important. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est-à-dire que le pari, effectivement, d'Emmanuel Grégoire ou de Benoît Payan, mais aussi de Trottmann, par exemple, à Strasbourg, qui est difficile, puisque là, alors, c'est carrément la trahison absolue, bien entendu, puisqu'elle ne veut pas aller du côté d'Europe Écologie Les Verts, qui préfère en plus d'aller du côté d'LFI. Donc, finalement, elle fait un accord, on va dire, technique ou pas, on ne sait plus, avec Horizon. Tous les deux, finalement, vont être punis du côté d'Horizon et elle, Trottmann, du côté du PS. Jusqu'à quand? Je pense pas très longtemps. Mais on a exactement l'inverse aussi à Lille. Enfin, c'est quand même très compliqué. Mais effectivement, si la ligne... Je mettrais Trottmann dans le lot, même si c'est un peu particulier. Mais si la ligne Emmanuel Grégoire, Payan est payante, là, on pourrait peut-être effectivement voir une ligne un peu anti-Olivier Faure poindre avec des Jérôme Guedj, des Karim Bouamram, des Meyer-Rossignol à Rouen, etc. Cette ligne existe, elle existe. Elle existe aussi évidemment à place publique via Raphaël Glucksmann, on l'a entendu tout à l'heure. Cette ligne existe. Je voudrais vous faire écouter une archive. Oh, c'est pas très vieux, ça date du 4 mars dernier. C'était Jean-Luc Mélenchon lors d'une réunion à Bondy. Écoutez. Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ils rompent l'accord. Penses-tu? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent, il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire, faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire, aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Stéphane Zumsteg, elle est redoutable cette archive parce que en fait, il a théorisé ce qui arrive aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, non? Jean-Luc Mélenchon, on en pense qu'on veut, c'est un grand politique. Ça, il avait la vision. C'est un grand stratège. Mais il avait raison avant les autres. Après, est-ce que, là encore, il sort très clairement gagnant de ce premier tour? Je pense qu'il sortira à nouveau gagnant en termes d'image. Je ne parle pas en termes de villes qui basculeront. Il est remis en salle, il est mis en salle ou il est remis en salle dans la perspective de la présidentielle. C'est ça, pour l'instant, en tout cas, on verra dimanche prochain. C'est le principal enseignement de ces élections municipales, même s'il est un peu tôt pour faire le bilan global. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, le Jean-Luc Mélenchon de 2017 et 2022. C'est d'ailleurs celui qui était en capacité d'asphyxier la gauche, qui se remet petit à petit en scène. Je n'ai aucune idée de comment se passera l'élection présidentielle de 2027, mais en tout cas, s'il y en a un dont l'image était abîmée, qui était carbonisée, toute chose qui était répétée jour après jour pendant des mois et des mois, c'était peut-être vrai. En tout cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et quand on voit la pléthore de candidats potentiels face à lui dans le reste de la gauche, et des gens qui n'ont pas forcément toujours la même envergure politique que lui, ça a été le cas déjà en 2022 et en 2017, il a aussi été aidé dans ses scores par un niveau qui n'était pas le même des autres candidats de gauche. Je ne dis pas que 2027 va être la copie de 2022 en ce qui concerne la gauche, mais toujours est-il que lui, personnellement, en tant que présidentiable, est l'un des principaux vainqueurs. Il faut attendre dimanche prochain. Il n'y a pas de raison que ça change. Un tout petit mot, Anne-Charlène, et après je voudrais qu'on passe à la stratégie du Rassemblement national. Moi, il me semble qu'en politique, le gros mange le petit. Et que, en fait. Sauf qu'on ne sait plus qui est le gros, qui est le petit. C'est juste ça. Excusez-moi, mais à partir du moment où, à gauche, les listes communes étaient déjà déposées, étaient déjà faites depuis longtemps, faire ce front à partir de l'affaire Quentin de Ranc, c'était trop tard. Et ça, Jean-Luc Mélenchon en est très conscient. Donc, il a tout intérêt à extrémiser au maximum sa position, puisqu'il sait qu'on lui mangera dans la main. Donc, au fond, c'est pas très difficile de théoriser ce que théorise Jean-Luc Mélenchon. C'est trop tard pour rompre les liens. Et au fond, il sait qu'en plus, il part avec l'avance de 2022 en 2027. Donc, il a le sentiment d'être la voix qui représente la gauche. À charge pour ceux qui veulent faire mieux de faire mieux. C'est lui-même qui l'a dit. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant donc à la stratégie du RN, parce que tous les yeux du Rassemblement national seront tournés dimanche prochain vers Toulon, où sa députée Laure Lavalette est arrivée largement en tête au premier tour, mais elle va affronter dimanche la maire sortante d'hiver droite, José Massy, à laquelle s'est rallié le candidat LR Michel Bonus. Là aussi, chaque voix va compter. Reportage de Clément Perrault avec Stéphanie Despierres. La nuit a été courte pour Laure Lavalette. Pas question de souffler, dès lundi matin, elle repart en campagne. Malgré 42% des voix au premier tour, pour la députée RN, la victoire n'est pas assurée. Ça va être serré, on le sait. Je pense que c'est peut-être celui qui en a le plus envie qui va gagner. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'envie, on est très très haut. La candidate rejoint sa permanence où son équipe, méthodique, décortique les résultats de la veille, bureau par bureau. Le 96, 44 Laure, 26 Massy, 17 Bonus. Objectif, identifier les secteurs de la ville où il faut faire campagne pour le second tour. Ouais, donc le pendulas, on est quasiment stable par rapport aux législatives. Donc sauf que ça vote pas assez. Quasiment du 100%, sauf que ça vote pas assez. Et Bonus mange pas mal quand même. Donc là-bas, il y a une belle réserve. Direction donc le quartier du Pont-du-Las. Entourée d'une nuée de journalistes, la candidate cherche à mobiliser les abstentionnistes. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de différences. Ouais, c'est pas mal, hein. D'autant plus que la gauche a déjà voté pour elle. Donc elle n'a pas beaucoup de réserve de voix. Mais nous, il faut qu'on aille encore chercher ceux qui n'ont pas voté. Voilà, je suis sûre que vous avez des gens autour de vous qui n'ont pas voté. Il faut vraiment leur dire de se déplacer. À la mesure où ils se retirent. Essaye aussi de récupérer une partie des électeurs de droite, puisque le sénateur Les Républicains, Michel Bonus, arrivé 3e, s'est retiré. Moi, je n'ai pas voté pour vous au premier tour. Vous avez voté Michel? Oui, mais je vais voter pour vous au deuxième. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut entendre, parce que si tout le monde fait ça, on gagne. Hein. Mais tous les électeurs ne sont pas aussi convaincus. Toulon, ça ne sera jamais une ville Front National. Mettez-vous ça en tête. Ils gagneront jamais. Je pense qu'ils confondent tout, monsieur. Confondent tout, puisqu'il me parle de Jean-Marie Le Pen, alors que c'est Laure Lavalette. Mais je crois que vous n'avez pas suivi. Pour la plupart des gens, c'est la même chose. Toulon a déjà été FN de 1995 à 2001. La maire sortante veut donc éviter que l'histoire ne se répète. Au lendemain du premier tour, José Massy choisit la stratégie inverse de Laure Lavalette, la discrétion. À l'abri des regards, elle discute avec les autres listes. À rebours du RN, pour qui Toulon est un enjeu national, son équipe joue la carte locale. Finalement, on représente le rassemblement local, le rassemblement pour Toulon, face à une candidate qui est une candidate du Rassemblement national. On n'importe pas des sujets nationaux dans la campagne. On ne divise pas, on cherche véritablement à rassembler, à avoir une vision d'une ville apaisée. Adjointe depuis 2014, José Massy a pris la tête de la ville en 2023, après la condamnation pour recel de détournement de fonds du baron Les Républicains Hubert Falco. Dimanche, elle a obtenu 29% des voix, plus de 10 points derrière le RN. Mardi matin, elle prend finalement la parole. Nous sommes, vous le savez, dans un moment grave. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons connu le Front National en 1995. Cela a été un désastre. José Massy a refusé toute fusion avec d'autres listes. Elle croit quand même en ses chances. Alors on se retrouve dans une position où en effet, vous avez dit, il me manque des points. Bien sûr, je suis confiante. Sinon, j'y vais pas. Même si elle n'emploie jamais la formule de front républicain, elle espère que les Toulonnais feront barrage au RN.
Mathématiquement, alors j'ai compris qu'il ne fallait pas additionner, mais quand même, si José Massy récupère les voix de Michel Bonus, parce que tous deux s'étaient engagés mutuellement à se retirer en faveur de l'autre s'ils arrivaient troisième. Michel Bonus est arrivé troisième, c'est le candidat LR qui est arrivé troisième dimanche, il avait obtenu 15,7% des voix, José Massy pas loin de 30, 29,54, et Laure Lavalette, 42%. Laure Lavalette, pas tellement de réserve de voix. Pas beaucoup de réserves de voix, vous avez raison, mais beaucoup de si pour qu'elle le perde aussi. Il faut que les reports... On additionne les si, alors. On additionne, nous n'avons eu de cesse de le répéter durant cette émission. Et il faudrait aussi, deuxième condition, que la gauche éliminée, que les électeurs de gauche éliminés jouent le jeu de la droite. Donc ça fait beaucoup. L'issue, elle est totalement incertaine à Toulon. C'est là le vrai match des droites qui se joue dimanche soir, en fait. C'est à Toulon. Il y a Nice, hein. Il y a Nice, et à Nice, aussi, évidemment. Mais parce que l'on parle du Rassemblement national, moi je pense que la progression du RN, elle est plus notable au premier tour qu'au second tour de ces élections municipales. Il y a un élément qui est essentiel. On a parlé de Perpignan, on a parlé d'Hénin-Beaumont. Juste deux chiffres. Louis Alliot, à Perpignan, il est élu en 2020 pour la première fois maire. Au premier tour, il obtient 36% des voix à l'époque. Cette année, 51%. C'est aussi la démonstration pour le RN que quand il est aux manettes, quand il est au capacité à gérer. Il y a une capacité à gérer. Alors on en pense là encore ce que l'on veut, mais le discours, il est tout rodé pour le Rassemblement national, c'est-à-dire mais nous avons dirigé une ville et nous sommes réélus dès le premier tour. C'est bien la preuve que nous savons gérer. On sait gérer des villes. C'est pour ça que le RN a besoin de laboratoires. Et si on sait gérer des villes, implicitement derrière, c'est facile. Eh bien, on saura gérer la France. Mais après, néanmoins, quand même, cette élection, elle est un peu en trompe-l'œil pour le RN parce qu'elle n'est pas si spectaculaire que cela et si efficace. Parce qu'on voit, finalement, là où ils sont forts, ils sont très forts et ils deviennent de plus en plus forts. Ils ont leur bastion, évidemment, le nord post-industriel, l'arc méditerranéen, c'est certain. Ils consolident leur place, ça c'est certain. C'est certain. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner Toulon, qui est plus complexe, évidemment. Mais néanmoins, on voit qu'ils peinent à nationaliser un vote. Il y a eu un début, il y a quelques années, de nationalisation du vote RN. On voit aujourd'hui qu'il est en train, là, de stagner considérablement. Mais surtout, est-ce que cet entre-deux-tours ne rappelle pas cruellement au RN qu'il n'a aucune réserve de voix entre deux tours? Oui, bien sûr, mais ils ont l'expérience de 2014 qui leur a beaucoup, qui est vraiment un peu au fer rouge par rapport à eux, puisqu'ils ont eu le sentiment qu'il y avait un cordon sanitaire contre eux et que de ce fait, avec la prime majoritaire, ils avaient été complètement sortis du jeu. Je rappelle quand même que il me semble que le mot qu'on n'a pas trop entendu, c'est celui-ci, notamment dans les consignes de vote de Bruno Retailleau, par rapport à un Jacques Chirac, justement, on remontait dans le temps de la gauche, si on remonte dans le temps de la droite, dans ces municipales, la question de savoir s'il va y avoir vraiment des mobilisations très puissantes anti-RN du côté de la droite, ça, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, qui plus est dans le sud-est, qui est plutôt en train de basculer vers le RN. Donc le cas de Toulon, je suis d'accord, il n'est pas forcément complètement représentatif parce qu'il y a quand même une véritable progression, une notabilisation. Et ce n'est pas anodin que le premier à prendre la parole dimanche soir, ce soit Jordan Bardella, pour tendre la main aux autres. D'ailleurs, 48 heures plus tard, est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire quand il parlait aux droites sincères? C'est un peu comme les bons chasseurs, non, je crois. Oui, il y a les bons LR et les mauvais LR, les bons divers droite et les mauvais divers droite. Il y a des droites qui vont devenir Éric Ciotti avec l'UDR et puis il y a les autres. Mais néanmoins, même s'ils n'ont pas de réserve, on va avoir aussi dimanche prochain qui vont quand même gagner sans problème une dizaine, vingtaine de villes. Attention, ça aussi c'est important. Ils sont quand même en ballottage favorable aussi via l'UDR d'Éric Ciotti à Nice, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pas une progression, il faudra regarder nationalisation. Carcassonne, Nîmes, Agen, Draguignan, Sifour. Enfin, il y a un cluster Var, Bouches-du-Rhône, PACA en général qui est très important, Gare aussi. C'est quand même pas rien, mais en tout cas c'est vrai. Moi je pense que c'est ça l'enseignement du RN. La nationalisation est compliquée pour eux et ils sont en train de perdre ce qu'ils avaient à un moment donné, les périphéries des villes. Ils sont en train de les perdre. Un dernier mot, Stéphane. Attention à l'effet de loupe des élections municipales. Nous n'avons fait que parler ce soir et les autres jours précédents des très grandes villes françaises, c'est-à-dire les territoires où le Rassemblement national est, à l'échelle globale, le plus faible. Ce sont les derniers territoires qui lui sont encore hostiles, ou en tout cas réticents. Toujours dans cette logique de nationalisation, oui, il y a toute la France des petites villes et des petits villages où le RN est en progression spectaculaire, pas depuis 10 ans, depuis 2 ou 3 ans. Et ça, on n'en a pas parlé. Et dans le cadre d'une élection... Toujours dans les mêmes bastions. Dans le cadre d'une élection... C'est aussi parce qu'ils ne présentaient pas de candidats et qu'ils ont justement revendiqué 763 listes sur cette élection. Ce sont tous les Français qui votent et pas les Français des centres-villes gentrifiés, des villes riches pour schématiser. C'était celle dont on a parlé. Et les grandes villes en plus viennent contredire ce qu'on disait précédemment. Dans les années
analyses sociologiques et électorales précédentes. On disait toujours que les grandes villes ne votaient pas RN. Aujourd'hui, on a deux contre-exemples majeurs. Nice, d'un côté, avec l'UDR, et le RN avec Marseille. Parce que quelle que soit la victoire ou non du RN dimanche prochain, le score d'Alizio restera historique. Et il faudra s'en rappeler. Parce que quand on parle des villes gentrifiées, les grandes villes, Marseille en fait aussi partie. Merci à tous les trois. Si vous voulez bien, on va poursuivre cette émission spéciale municipale avec toutes les informations insolites qui n'ont pas échappé à Valérie Brochard, c'est Journal de campagne. Alors, c'est un peu ce que disait Stéphane à l'instant. Bonsoir Valérie. Bonsoir Adeline. Il ne faut quand même pas perdre de vue que 33 305 maires sont déjà élus et ne vont pas passer par le second tour dimanche prochain. Exactement Adeline, et certains d'entre eux ont même été élus, tenez-vous bien, avec 100% des voix. Pas une seule voix n'a manqué pour élire Michel Fournier dès le premier tour dans la commune des Voivres, dans les Vosges. Son visage vous dit sûrement quelque chose, Adeline, puisqu'il est également ministre de la Ruralité. Et il nous a accordé quelques minutes cet après-midi et vous allez le voir, il a le triomphe modeste. Comme beaucoup de maires, de futurs maires au premier tour, avec une seule liste, il y a forcément 100% de bulletins positifs. Un maire, c'est fini, ça. Un maire n'est jamais seul. Hein. Il a des adjoints, il a un conseil municipal. Le scrutin de liste, et ce scrutin de liste dans les communes de moins de 1000 habitants, il est très important parce que c'est une équipe, un programme. Et ce n'est pas le seul à triompher sur son territoire. Je voulais aussi vous parler d'Yves Bahut. J'aime bien m'occuper de mon village. Hein. Mon grand-père a été avant moi, alors c'est la continuité. Et la continuité que lui offrent les 100% des suffrages exprimés à prier dans l'aile. Prier, un score divin pour ce maire âgé de 93 ans reconduit pour un 12e mandat. D'ailleurs, son affiche de campagne, c'était « Prier pour moi », je crois. C'était un truc comme ça. Non, c'est possible. Alors, il y a les élus au premier tour et puis il y a aussi le casse-tête des égalités parfaites. Il y a des communes où, à la voix près, on n'a pas réussi à départager deux candidats et donc il va y avoir un second tour. Vous avez raison, Adeline, comme à Loisy, dans l'est de la France, entre Nancy et Metz. Alors, il y avait deux listes conduites par deux candidats, Adrien Roussel et Mathieu Boulangeau, qui ont recueilli chacun 92 voix. Vous le voyez, 92 voix pile d'un côté et de l'autre. Alors un second tour est organisé. Ceux qui n'ont pas pu se rendre aux urnes dimanche dernier, je peux vous dire, Adeline, qu'ils ont une sacrée pression sur les épaules pour dimanche prochain, les faiseurs de maire. Alors si jamais l'égalité parfaite perdure, au second tour, le départage se fait selon l'âge moyen des candidats de la liste. C'est l'article 262 du Code électoral. Je vois qu'on acquiesce exactement sur ce plateau. Et la victoire revient à la liste la plus... La plus jeune? Ah non, la plus âgée, bien entendu, Adeline. C'est la règle qu'on appelle place aux jeunes. Le bénéfice de l'âge. Le bénéfice de l'âge, c'est très beau dit comme ça. Vous vouliez aussi nous parler du cas particulier de Narbonne, où le maire sortant a failli être élu dès le premier tour. D'une voix, Adeline. Le maire sortant, Bertrand Malquier, atteint exactement la moitié des suffrages et rate sa réélection dès le premier tour pour une seule voix. Une voix que le maire sortant a peut-être eu au téléphone. Écoutez. Une de nos colistières, de nos 47 colistières, a eu, la pauvre, un souci de santé dimanche matin. Elle a été prise aux urgences. Et le soir, je me prends des nouvelles de sa santé. Et elle est en pleurs. Elle me dit non, mais ça va, tout va mieux. Mais c'est ma faute, c'est ma voix. Puisque figure-toi que je n'ai pas pu aller voter à cause de ces soucis de santé. Donc elle se responsabilisait sur cette absence de voix. Et alors que bon, c'est pas forcément la sienne. Et puis sa santé était prioritaire. Non, évidemment, ce n'est pas forcément la sienne, mais c'est vrai qu'elle doit en avoir gros sur la patate, comme on dit. Face à Bertrand Malquier, eh bien, deux listes se sont qualifiées au second tour, celle du Rassemblement national, menée par Frédéric Falcon, que nous avons tenté de joindre aujourd'hui, mais qui a refusé de répondre à nos questions, et la liste d'Hiver Gauche de Nicolas Sainte-Cluc. Alors pour lui, cette voix manquante, c'est une véritable aubaine, un second tour inespéré, il faut maintenant remobiliser. Pour nous, le deuxième tour, pour nous, c'est important parce qu'il faut mobiliser maintenant les personnes qui
considèrent que cette municipalité de droite ne les satisfait pas. Et donc on est là sur la mobilisation, et il n'y a que ça qui pourra faire en sorte que les gens pourront peut-être écrire une nouvelle histoire. Ouais, preuve, s'il en fallait qu'une seule voix, peut tout faire basculer. Chaque voix compte. Exactement. Excusez-moi, je vous le répète tous les soirs. Exactement, Adeline. Vous vouliez aussi parler du second tour dans l'Aube, qui va opposer 2 candidats. On ne s'attendait pas à ce que ces 2 noms-là soient sur des affiches un jour. Exactement. Je vous emmène dans le village d'Arcy-sur-Aube, où le second tour va faire sourire les amateurs d'histoire et de géopolitique, puisque parmi les 3 listes qui vont s'affronter, les électeurs devront choisir entre celle menée par Antoine Renaud Zilinski et celle de Charles Hitler. Ah oui, Hitler contre Zelensky. Voilà, avec doté. Alors, il se présente face à Annie Souka. Annie Souka, c'est un petit peu moins chargé historiquement en parlant. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Et merci à tous les 3 d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Merci, Elsa, et merci, Olivier. Le second tour, c'est dimanche prochain. Nous, on vous donnera d'ailleurs rendez-vous sur LCP Public Sénat avec Elsa dès dimanche pour vivre et décrypter ce second tour à partir de 19h30. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée sur la 8. Dans un instant, c'est Débadoc avec Jean-Pierre Gracien. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Passez une belle soirée. À demain.